Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Ce balado est une présentation de la boutique culturelle le 4673.ca qui, en collaboration avec le Circuit littéraire Lanaudois, vous offre la livraison gratuite sur votre prochaine commande en utilisant le code promotionnel Circuit 2022. Bonne découverte! Salut, c'est Audrey, agente aux communications chez Culture Lanaudière. Dans ce balado, et ce pour la toute première saison, je vais à la rencontre des auteurs et autrices ayant participé au Circuit littéraire Lanaudois. Pour cet épisode, j'ai eu le bonheur de m'entretenir avec André Jacob, un artiste multidisciplinaire qui a travaillé de nombreuses années dans le domaine social. Ça l'a amené à beaucoup voyager et à être impliqué dans plusieurs pays. C'est vraiment un humain avec beaucoup de vécu, ce qui m'a beaucoup impressionné au départ, mais lorsque j'ai fait sa connaissance, j'ai tout de suite remarqué à quel point il était humble. Il est inspiré et guidé par ses valeurs et ses convictions, ce qui le pousse à explorer toutes sortes d'avenues, que ce soit en art visuel, en écriture ou même en politique. On parle de tout ça dans cet épisode, donc je vous invite à écouter notre conversation. Bonne écoute! Bonjour André, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. Bonjour, ça me fait plaisir. On se retrouve aujourd'hui grâce à votre contribution au Circuit littéraire de Culture Lanaudière. Dans ce projet, on vous retrouve comme auteur. On vous connaît aussi comme artiste visuel, entre autres sur notre boutique en ligne, le 4673. Mais vous êtes également un professeur à la retraite. Est-ce que l'art, ça a toujours fait partie de votre vie ou il y a eu un événement plus marquant? Je dirais oui. Ça a toujours fait partie de ma vie. Adolescent, je me rappelle, j'étais pensionnaire, puis mon désennui, c'était d'écrire. OK. Ça fait longtemps que vous écrivez. Ou de faire des barbeaux, ce que j'appelais des barbeaux. En fait, je dessinais, etc. Ça a toujours été, oui. Ça a toujours été un intérêt. Oui. Et plus tard, j'ai choisi une autre profession. J'ai fait des études en travail social et en sociologie, mais à travers tout ça, j'ai suivi des cours en art visuel pendant quelques années. Je veux dire, régulièrement, je prenais un cours ici et là pour finalement avoir à peu près l'équivalent d'un bac, là, en m'amusant. Puis en gardant ça quand même comme, je dirais... C'était plus un passe-temps, mettons, pendant votre... Oui, un passe-temps, mais en même temps comme une activité essentielle, je dirais, à mon équilibre mental et culturel. Oui. Fait que ça venait comme naturellement, vous aviez un besoin de vous exprimer. Ouais. Est-ce que justement, là, j'ai dit que vous aviez plusieurs disciplines, vous êtes un artiste multidisciplinaire. Est-ce que votre processus de création est similaire selon la discipline ou c'est complètement différent? C'est similaire. C'est similaire, ça? Oui. Souvent, je remarque que quand il y a un sujet qui m'intéresse sur le plan de l'écriture, souvent, je vais lier à ça, ça me donne le goût de faire un tableau sur le même sujet, de l'explorer en tout cas, parce que ce ne sont pas toujours des réussites, mais en tout cas... c'est quelque chose qui peut s'entrecroiser un peu. Oui. Actuellement, par exemple, je travaille à cause de la guerre en Ukraine, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup. Et je me suis engagé à faire un poème par jour que je publie sur le site des Artistes pour la paix sur mon blog. Mais en même temps, ça m'a amené à faire quelques tableaux sur ce thème-là. Oui, ça vous inspire sur autre chose aussi. C'est quand même un défi d'écrire un poème par jour? Oui, mais c'est un beau défi. Oui. Oui, parce que c'était stimulant intellectuellement d'avoir un défi justement avec un thème aussi, je dirais, délicat, difficile. Vrai, Et ne pas tomber dans tout l'esprit de la surinformation médiatique, de la propagande et tout. Donc, j'essaie d'apporter un éclairage nouveau, différent, qui parle justement, et je dirais presque seulement, exclusivement de la paix et non pas de la guerre. Oui. Même si la guerre est un peu le point de départ, mais j'essaie de voir l'envers de la guerre. De comparer à ce qu'on voit tout le temps dans les médias. Là, vous essayez d'amener un côté peut-être
plus positif, peut-être. Oui, mais c'est aussi les réactions des gens qui sont intéressantes. C'est-à-dire, les gens, ils deviennent un peu désabusés de la surinformation. Oui. Et là, tout à coup, ils découvrent qu'il y a une autre façon d'autres questions à se poser au-delà de ça, qui peuvent apporter une sorte je dirais, d'équilibre dans le débat. Et bon, et mes petits poèmes abordent des questions sous différents angles un peu chaque jour. Alors donc, ça, comme je dirais, des gouttes de réflexion, là, spontanées. Oui. Certains matins, je me creuse les méninges en me disant « Mais qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? » Et puis tout à coup, je lis le journal, j'ai réfléchi un peu, et puis parfois j'associe ma réflexion à des œuvres déjà écrites sur le thème. Okay. Je vais lire, par exemple, un poème de Pablo Neruda ou de quelqu'un d'autre, ou en écoutant une chanson. Alors, ça peut vous inspirer. Et là, je fais des parallèles avec ça. En même temps, je fais découvrir d'autres auteurs à mes lecteurs. Fait que ça, c'est le fun aussi. Parce que les gens, je peux prendre par exemple des auteurs, des poètes syriens, des musiciens ukrainiens, ou d'autres pays. Disons que je crée, je dirais, un contexte autour de mon poème puis en même temps, mais moi, ça m'inspire aussi. Donc, puis ça c'est toujours en cours, là? Vous continuez à... Ah ben, je n'ai pas le choix, la guerre est toujours là. Okay. Oui, en effet, malheureusement. Ben, j'espère pouvoir terminer bientôt. On est content que vous faisiez ça, mais on espère aussi que, que ça passe. Justement, j'ai dit que vous étiez un professeur à la retraite. Toute votre carrière en tant que professeur à l'École de travail social de l'UQAM, vous êtes orienté vers les pratiques sociales face au racisme et à la discrimination. Vous êtes même l'un des membres fondateurs de la chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté. Comment ce parcours professionnel-là, que je dirais assez impressionnant, puis qui vous a permis de voyager, de travailler dans divers pays, comment ça vient teinter votre parcours d'artiste? En tout cas, ça lui a apporté de la couleur, c'est sûr, dans le sens d'une variété dans mes centres d'intérêt, mes choix, etc. Parce que, bon, j'ai été, je dirais, à la fois confronté, baigné dans des situations extrêmement différentes. Donc, je dirais, dans la création, il y a souvent une sorte ce que j'appelle une espèce de choc culturel. Oui. Bon, je vous donne un exemple. Je travaillais au Costa Rica à un moment donné. Je me suis retrouvé dans la zone tropicale du Costa Rica, dans un village autochtone, tout à fait particulier, avec des cahutes sur le pilotis, zone très humide, avec une faune extraordinairement colorée, les toucans, les perroquets, etc., les bruits de la forêt, c'était un concert continu. La flore aussi explosive, bon. Et les conditions de vie des gens extrêmement pauvres. Oui. Alors, donc, tout ça, tout à coup, j'ai réalisé que j'avais fait des tableaux qui étaient hors de ma coutume habituelle, de mes habitudes, avec beaucoup de couleurs, c'était explosif. À cause de cette ambiance-là dans laquelle vous étiez. C'était explosif, mes tableaux étaient joyeux, étaient vraiment, je dirais, complètement différents. Comme quoi, le contexte extérieur, la perception que je peux en avoir, change ma lecture de la réalité et je la traduis différemment. Oui, puis je suppose justement tous ces voyages-là, ça vous fait beaucoup d'expériences, puis ça vous ouvre les horizons, ça vous fait comme... Ces expériences-là, ça teinte toutes vos œuvres au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Mais j'ai toujours un peu, je dirais, créé dans cette perspective-là. J'ai eu une chance dans ma carrière aussi,
quand j'ai été embauché à la Commission des droits de la personne avant d'être allé travailler à l'UQAM, Oui. et on m'a demandé de m'occuper du dossier du racisme parce que j'avais déjà travaillé à l'étranger. J'avais été en Amérique du Sud pendant un peu plus d'une année. J'avais travaillé une année en Tunisie. Il faut se rappeler qu'en dans les années 70, là je vous parle de 1975-76, Oui. J'avais déjà un petit parcours. Et on m'a demandé de m'occuper de la question du racisme parce qu'à l'époque, il n'y avait rien. C'était la feuille blanche. C'était une problématique qui existait, mais On parlait pas tant. Puis, qui était méconnue. Puis bon, alors on m'a dit, tu vas t'occuper de ce dossier-là, tu vas développer des stratégies d'éducation là-dessus, etc. C'est quand même un gros dossier, ça. Là. Oui, c'était gros, mais c'était passionnant. Et finalement, c'est comme ça que je suis entré dans cette problématique-là. OK. Et j'ai toujours continué là-dessus. Puis c'est le fait aussi d'aller souvent à l'étranger, d'aller dans d'autres pays, différents continents, etc. Ben tout ça, ça a meublé mon univers intellectuel et artistique. Oui. Est-ce que l'art, ça vous a permis aussi, c'était comme un moyen d'intervention, justement, dans les milieux que vous avez visités? Oui. Ou vous étiez plus... vous emmagasiniez la culture... Oui, ça a teinté ma création parce que au début des années 80, j'ai publié un recueil de poèmes qui s'appelait Paix et libération. C'était déjà, ça m'habitait déjà ces questions-là à cause de ce que je voyais, les situations aussi difficiles, souvent à l'étranger, les conflits, etc. Et puis, bon, les romans que j'ai faits, par exemple, c'est tous des romans inspirés de mes expériences à l'étranger. Mamadou et le secret du fer, par exemple, c'est l'histoire de Mamadou, qui est un enfant esclave dans une plantation de cacao en Côte d'Ivoire. Mais ça, j'ai tiré ça de l'année et demie à peu près que j'ai passé au Mali, où j'étais témoin de l'exploitation des enfants, ainsi de suite. Alors, j'ai fait un conte pour enfants qui s'appelle La saga de Crin Bleu. C'est l'histoire d'un cheval bleu, mais le cheval bleu, c'est le prétexte pour traiter de la couleur de la peau, oui. les différences, etc. Comment parler de ça aux enfants, etc. Bon, tout ça, c'est... Dans ma petite tête, c'est interrelié. Les problématiques sociales et la création, tout ça, ça se tient. Autant en poésie qu'en faisant des romans ou faisant des tableaux. Des romans jeunesse aussi, peu importe, vous réussissez à intégrer tout ça. C'est quel aspect qui vous attire le plus à voyager? Est-ce que c'était plus pour le travail ou c'est vraiment aussi un intérêt? C'était davantage pour le travail. Pour le travail. Presque toujours. Je suis un très mauvais touriste dans le sens classique du terme, là, parce que j'aime vivre avec les gens dans des milieux. Et comme j'ai toujours travaillé sur des questions sociales, ben, je vais dans des milieux où les touristes ne vont pas. Oui. J'explore des problématiques que les touristes ne connaissent pas la plupart du temps. Alors, moi, je suis pas du genre à aller dans un tout inclus. Alors, mais, donc, c'est un intérêt... plus professionnel, comme vous dites. Professionnel, mais je dirais c'est un intérêt de jeunesse. Oui, ça fait longtemps que vous avez envie d'aller explorer ailleurs. Oui, mais pas juste comme touriste. Oui. Vous voulez vraiment comme voir le mode de vie un peu, tu sais, plus que juste aller vous évader. Là. Quand je suis parti au Chili, j'avais 22 ans, 23 ans. La première fois. Je partais pour... Un temps illimité? Oui. Ah ouais? OK. Puis j'avais aucune idée, je n'étais jamais parti Vous êtes parti seul ou? Avec un copain. OK. Mais là, c'était l'aventure parce qu'on a fait le Pérou, la Bolivie, nous sommes allés en Argentine, au Chili finalement. Je suis resté au Chili un peu plus d'une année. Mais c'était une découverte, apprendre une autre langue, vivre dans des conditions
pas toujours facile. Travailler dans un milieu populaire, aussi dans un bidonville, faire ce genre d'animation communautaire, ce qui a orienté beaucoup mon choix vers le travail social. Oui. Mais c'était... Et je suis pas arrivé là, je suis pas parti comme ça par hasard. C'est qu'adolescent, même, je m'intéressais beaucoup aux questions Ça faisait partie de vous, internationales. ouais. Je faisais partie d'un club de correspondance. À l'époque, il n'y avait pas de Facebook, évidemment, mais il y avait des clubs de correspondance. Ça, c'était super intéressant. Ça, c'est pendant que vous étiez à l'école. J'étais pensionnaire. Alors, on écrivait, on avait des échanges de correspondance avec des correspondants ou correspondantes de différents pays. OK. Alors, c'est comme ça que j'ai été... Par exemple, j'avais une correspondante de Manawan, une fille de Manawan, ouais. qui était pensionnaire à Amos. J'avais une correspondante en Allemagne, j'en avais une ou deux en France, on avait un peu partout. Donc, c'était une façon de découvrir le monde qui était... Déjà, juste en restant ici, là, sans avoir commencé à voyager, ça vous a permis de... Parce qu'il n'y avait pas de télévision non plus, où la télévision commençait quand j'étais pensionnaire, etc. Donc, on n'avait pas l'accès aux moyens de communication d'aujourd'hui. Oui. Non, mais il y avait d'autres sources. Donc, la lecture et l'écriture, la correspondance, c'est un exercice extraordinaire. Les échanges interculturels, mais c'était pas juste 3 mots sur Twitter, là, c'était des lettres qu'on s'écrivait. Là. Il fallait prendre le temps de soigner. Oui, parce que là, tu l'envoies, le temps qu'elle le reçoit, qu'elle te renvoie, tu t'écris pas juste 2-3 mots, là. Puis j'étais fasciné par les langues, donc j'écrivais à la fois en anglais, en espagnol, je commençais, un peu d'allemand, etc. C'était ma passion. Oui, depuis toujours, de ce que je comprends. Là. Puis là, par la suite, vous avez fait comme un long voyage, puis vous êtes revenu faire vos études. J'ai fait une maîtrise en travail social. Puis après ça, j'ai travaillé un peu en travail social, en clinique. Une clinique de réadaptation alcoolique toxicomane, mais j'ai vite réalisé que c'était pas ma tasse de thé. C'était pas ça que... Mais... ben voilà, après ça, je suis reparti, une couple d'années après, je suis parti en Tunisie. Passé une année en Tunisie, c'était une autre découverte. Je m'ai étudié l'arabe, à vivre encore là, à découvrir la vie des gens, ainsi de suite. C'est l'histoire de ma vie. C'est passionnant. Fait que là, on parle beaucoup de votre implication, mais dans le cadre du circuit littéral Lanaudois, on s'éloigne un peu de vos thématiques habituelles. J'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce lieu où vous avez été là, pour la résidence, le domaine seigneurial de Mascouche. Ce qui m'a inspiré, au début, au point de départ, c'était un peu l'histoire. Mais c'est justement ma lecture que j'en fais du manoir, parce que moi, l'histoire du manoir qui a été faite, qui a été écrite, c'est seulement l'histoire des seigneurs, anglais surtout. Oui. Et puis la dernière, la grande aristocrate, Mme Colville. Alors moi, j'ai fait une lecture à l'envers. À l'envers, qu'est-ce que vous... J'ai fait une lecture à l'envers du décor, c'est-à-dire que je dis, bon, ces seigneurs-là, ils se sont enrichis en exploitant les paysans, les colons du coin, etc. Et puis, ils ont combattu justement lors de la révolte des Patriotes. Alors moi, j'ai pris ce segment-là, au moment de la révolte des Patriotes, 1838. C'était le seigneur John Pangman qui était au manoir. Puis j'ai dit, bon, qu'est-ce qui a pu se passer? Comment les gens ont pu vivre? Alors j'ai fait une histoire où je parle je laisse entendre qu'il y a peut-être un rebelle dans le décor qui ne devrait pas être là, et qu'il y avait les meuniers, il y a la fille du meunier, il y a des gens qui vivent là, etc., autour de ça. Et et que les seigneurs avaient tous les droits. Alors, je me suis un peu documenté un peu plus pour dépasser mon intuition, pour faire une histoire. Qui met en lien ça. Oui, qui est dans le décor du manoir, avec le personnage principal dont je parle très peu, parce que c'est pas lui que je veux mettre en vedette. Alors, j'ai créé des personnages
qui sont, je dirais, personnages qui sont en contraste avec le personnage du Seigneur et du manoir. Alors, je pense que c'est cohérent avec mes convictions. C'est ça, c'était comme une question que j'avais aussi de comment vous avez mis comme en œuvre vos enjeux dans cette histoire-là. Mais là, vous venez un peu de nous le dire que par votre recherche, là, vous avez comme tourné cette situation-là pour créer... Oui, puis j'ai trouvé des faits historiques qui correspondent à mon hypothèse de départ. Puis en même temps, je l'ai traité de façon un peu comme un conte, hein, un peu un conte, et je dirais, ou peut-être en faisant une allégorie, là, dire, alors donc c'est comme ça que je l'ai abordé. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Oui, c'était le fun. Vous avez apprécié la résidence, le lieu aussi. Est-ce que vous aviez juste fait ce choix-là quand vous êtes inscrit? Oui, vous avez choisi le domaine seigneurial de Mascouche? Oui, mais malheureusement, je n'avais pas accès au lieu ou très peu comme tel. Mais en effet. Quand même, physiquement, je connais très bien l'endroit aussi. Donc, et ce qui est amusant, j'ai travaillé 2 journées chaque journée était dans un décor différent, mais j'ai observé beaucoup les lieux, la rivière, etc. Je me suis inspiré de tout ça. Oui. La rivière, à un moment donné, j'ai vu des canards sur la rivière. Et je me suis approché, je suis allé voir, j'ai pris des photos, j'ai essayé de trouver quelle sorte de canard c'était par rapport à la saison, etc. Je me suis documenté. Oui, il y a beaucoup de recherches qui ont été faites. Oui, puis ça, trouver le nom des fameux canards, puis à cette époque-là, etc. Alors, donc, j'ai utilisé quand même les lieux physiques et le rapport à l'histoire, par la documentation, pour créer une autre histoire. Mais une histoire qui avait une connotation à la fois un peu politique aussi, tu sais, mais un peu discrète, là, mais quand même. Oui. C'est un peu tordu, mon affaire. Vous avez inséré plusieurs valeurs poétiques là-dedans. Là, ça fait un beau mélange. J'ai très apprécié. Le défi que je me suis donné, là, c'est de contribuer au manoir en apportant une couleur un peu particulière. Avec votre œuvre, de contribuer un peu à cette histoire-là. C'est ça. Puis c'est ça que j'ai trouvé que c'était un défi intéressant, même si c'était pas... c'était un peu de mots, il fallait beaucoup un peu de mots. Alors, il y avait des restrictions plus... Est-ce que ça, c'était un défi, ces restrictions-là? Oui, parce que ma première version, là, je pense que j'avais 3 fois le texte. Il a fallu que je coupe, que je réduise, parce que je trouvais que c'était intéressant et dynamique d'apporter d'autres éléments que l'histoire officielle descriptive et très technique, dire telle date, il se passe telle chose. Inventer une histoire dynamique tout en ayant des faits historiques vérifiables, puis en ajoutant une couleur, en faisant ça avec une couleur un peu poétique et romantique, je trouvais que c'était un beau défi. Oui. C'était pas mon défi du siècle, là, mais... C'était quand même un petit défi. Je trouvais ça stimulant. Oui. Oui, intéressant. Mais je suis contente de vous avoir rencontré, d'avoir discuté avec vous aujourd'hui. C'était un plaisir. Encore une fois, là, merci. Ça me fait grand plaisir de collaborer avec vous. À la prochaine. À la prochaine.